Salut à toutes et à tous et bienvenue dans la seconde partie de ce thème de retour à l'écran consacré à l'incroyable histoire de la Canon. Après vous avoir narré comment Menahem Golan et Yoram Globus, deux cousins rois du cinéma en Israël, ont décidé de conquérir l'Amérique en rachetant une petite société de production pour tenter de se faire une place parmi les grands à Hollywood, je vais vous raconter comment, après de nombreuses difficultés, ils sont parvenus à construire un business florissant grâce à leur sens des affaires, avant malheureusement de se laisser déborder par des ambitions trop grandes et des méthodes pas toujours loyales. Bienvenue dans la suite et la fin de l'incroyable histoire de la Canon. Nous sommes au cœur des années 80. Malgré sa difficile ascension aux USA et la terrible réputation de charlatan que traînent ses deux présidents, la Canon parvient tout de même à bien faire fructifier ses affaires à travers le monde. Ses productions mettant en scène Chuck Norris, Charles Bronson ou Michael Dudikoff se vendent en effet très bien dans de nombreux pays, notamment la France où la Canon signe un partenariat de 5 ans avec UGC pour la distribution en salle et en vidéo de son catalogue. Les cousins vont alors profiter du marché du film à Cannes, le plus grand rendez-vous de distributeurs de films au monde, pour passer à la vitesse supérieure et créer un nouveau business à grand renfort de publicité. Leur idée ? Celle d'annoncer en grande pompe des tas de projets de films et d'attendre simplement qu'un distributeur manifeste son intérêt et mette l'argent sur la table. Ils mettaient des affiches Canon Group présentes de partout dans Cannes. Ils souhaitaient aussi des pleines pages de pub dans le magazine Variety. Tout le monde se demandait mais comment font-ils pour payer tout ça, raconte l'un de leurs anciens collaborateurs. Pour créer les affiches de ces films qui n'avaient à ce moment-là pour la plupart pas encore de scénario, Yoram organise simplement en amont des séances photos avec les acteurs en contrat avec la Canon. Une star au centre d'une belle affiche et le tour est joué. C'est comme ça qu'il crée un système de prévente de films, un système toujours en vigueur de nos jours, qui pour beaucoup finiront par se tourner, mais pour d'autres ne se feront finalement jamais. Chuck Norris in his first action comedy, Kick and Kick Back. A comedy with a kick. Les distributeurs leur font tellement confiance que Menahem et Yoram parviennent à leur vendre à chacun en moyenne 10 à 15 films sur une année qui pour certains n'ont même pas de titre. Je ne connais personne aujourd'hui d'aussi doué que Menahem et Yoram pour la vente. C'étaient les plus grands magouilleurs des années 80, se souvient l'un de leurs clients. Pour honorer un maximum de contrats, la Canon est donc obligée d'accélérer le rythme des tournages qui va finir par atteindre une cadence folle. Pendant l'année 1986, ils vont produire pas moins de 46 films, un véritable record. Un observateur raconte « Tout Hollywood a été bluffé en voyant comment Canon enchaînait les tournages. Les grands studios tournaient 6, 7, voire 8 films par an. Eux en tournaient 5 à 6 fois plus. » Ce business va permettre aux deux cousins de valoriser la Canon achetée en 1979 pour 500 000 $ à 1 milliard de dollars en 1986 et en faire un acteur majeur de l'industrie du cinéma mondial. Un capital qui leur donne l'opportunité de faire l'acquisition de réseaux entiers de salles en Italie, en Allemagne et en Hollande pour un total de 1000 écrans. Mais c'est en Angleterre qu'ils vont réaliser leur plus gros coup, avec notamment le rachat du studio Thorn EMI pour la modique somme de 270 millions de dollars. Des investissements qui vont leur permettre de contrôler près de 40% du marché britannique. Une arrivée en fanfare sur le sol de Sa Majesté qui va tout de même susciter de grosses inquiétudes et de nombreuses critiques. Critiques auxquelles Yoram Globus répond. Les 4 dernières années, nous avons investi au Royaume-Uni en tant que compagnie américaine plus de 500 millions de livres, pendant que les studios britanniques investissaient eux aux États-Unis et faisaient donc sortir l'argent du Royaume-Uni. Je ne pense donc pas qu'il faille critiquer notre présence sur le sol britannique. Si quelqu'un avait décidé d'investir 500 millions de livres dans mon pays d'origine Israël, je l'aurais accueilli chaleureusement. 1986, c'est également l'année où la Canon va investir dans un immense immeuble à Los Angeles pour y installer son nouveau siège. Pour son inauguration, Menahem et Yoram, que l'on surnomme désormais les Go-Go Boys, invitent le tout Hollywood pour une soirée de gala. Yoram et moi, quand nous sommes venus d'Israël et d'Europe, nous sommes arrivés à la Mecque du cinéma. Nous sommes venus prier. Et nous avons prié, et au début, personne ne nous a écoutés. Mais nous avons continué à prier, et finalement, on nous a enfin entendus. Menahem et Yoram tiennent là une forme de revanche envers Hollywood qui les a toujours méprisés malgré cette ascension. Une ascension qui va finir par convaincre certains acteurs, à grand renfort de billets tout de même, de travailler avec eux. Nous n'avons aucune rancune envers Hollywood, explique Menahem. Aucune. Et nous parlerons à tous ceux qui ne nous parlaient pas avant.
Après avoir signé un nouveau partenariat de distribution d'une partie de leur catalogue avec la Warner, un partenariat qui leur a permis de participer à la production de Cobra, les deux cousins rêvent de produire cette fois-ci seuls un film avec la plus grande star du cinéma d'action des années 80, Sylvester Stallone. C'est ici que la loi s'arrête et que moi, j'interviens. Menahem a entre les mains un scénario autour des compétitions de bras de fer très populaire aux USA. Un scénario qu'il estime parfait pour les talents italiens. Le producteur appelle donc l'agent de la star qui le calme immédiatement. Stallone demande en effet en moyenne un cachet de 6 millions de dollars, bien plus que ce que paye la Canon habituellement. Menahem lui répond en effet qu'il ne veut pas lui offrir 6 millions, mais 12 millions. Une semaine après, le contrat a été signé. Si Menahem assurera lui-même la mise en scène de Over the Top, il laisse Stallone réécrire totalement le script à sa convenance. La star veut en effet adoucir son image et se détacher des personnages virils qu'il incarne dans Rambo et Rocky et qui lui collent à la peau. Un choix qui n'est pas sans risque. C'est un film destiné à tous les publics, affirme Menahem. C'est exactement ce que je cherchais quand j'ai eu le script d'Over the Top entre les mains. Je cherchais un film qui pourrait être vu par un étudiant, qui divertirait un amateur de films d'action, ou un enfant qui irait avec sa mère ou son père au cinéma. Ce n'est pas un film aussi violent ou extravagant comme certains de mes autres films, mon chéri Stallone. Donc une partie de mon public pourrait le rejeter. Les doutes de Stallone vont malheureusement se vérifier. Over the Top est très mal accueilli par les critiques et surtout par le public américain. Celui-ci rejette le virage pris par la star avec ce personnage au grand cœur qui cherche à reconquérir son fils. Produit pour la somme de 25 millions de dollars, le film n'en rapporte que 16 au box-office américain. La Canon va tout de même pouvoir se consoler avec les recettes mondiales qui sont satisfaisantes. Satisfaisantes mais pas suffisantes pour Stallone. Après ce semi-échec, il ne tournera plus pour la Canon et retrouvera tout de suite après le personnage de Rambo pour le 3e opus de la saga. Sylvester Stallone, Over the Top. Déçus mais pas abattus, les cousins vont rapidement se remettre sur pied en faisant appel à leurs valeurs sûres, Charles Bronson et Chuck Norris. Ce dernier propose justement à la Canon une idée de scénario dans laquelle il devra faire face à une horde de terroristes qui tentent d'envahir les États-Unis. Cela pourrait nous arriver un jour, affirme Chuck Norris. Et c'est pour ça que je voulais faire ce film. Parce que nous avons la chance que ce ne soit pas encore arrivé. Menahem est emballé et lance immédiatement la production d'Invasion USA en faisant une nouvelle fois appel à Joseph Zito pour le mettre en scène. En recomposant le duo gagnant de Portée disparue, la Canon espère rééditer le même succès. Beaucoup de moyens sont déployés pour faire de Invasion USA un gros carton. La Canon profite du projet d'extension de l'aéroport d'Atlanta pour obtenir l'autorisation de faire exploser un quartier entier. Idem avec l'un des grands centres commerciaux de la région qui doit être totalement réhabilité. La production est donc autorisée à tout détruire. La scène du centre commercial est très dangereuse. C'est certainement la cascade la plus risquée de ma carrière, avoue Chuck Norris. Si tu te pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware. Pas de mauvaise surprise cette fois, Invasion USA remplit les salles et permet à la Canon de souffler un peu. 17 millions de recettes sur le seul territoire américain, ajoutez à cela une autre belle somme récoltée aux 4 coins du monde. Chuck Norris n'est pas simplement le sauveur de l'Amérique, c'est surtout le sauveur de la Canon. Ça déconne, hein? Maintenant, ça va marcher. L'autre sauveur de la Canon, c'est l'increvable Charles Bronson. Malgré sa réticence à tourner une suite, il va finalement accepter, grâce à un gros chèque, d'enfiler pour la 3e fois le costume du justicier Paul Kersey. Michael Winner, qui avait déjà signé les 2 premiers volets, rempile derrière la caméra avec un certain enthousiasme. Il vient en effet d'enchaîner une petite série de flops et sait qu'il va aisément se refaire la cerise avec cette 3e aventure du justicier. Après quelques jours de tournage à New York, toute l'équipe s'envole pour Londres pour la suite des prises de vue afin de rendre la production moins coûteuse. Si le cadre change, la recette reste la même. Vous ne pouvez pas trop vous éloigner du concept original, celui d'un simple citoyen qui se fait justice lui-même, explique Michael Winner. Après tout, Rocky n'est pas devenu missionnaire en Éthiopie, il est toujours resté un boxeur. Cette fois-ci, ce sera un film d'action dans lequel une communauté est attaquée par des voyous et qui sera sauvé par le justicier interprété par Charles Bronson. Bronson's back in New York, bringing justice to the streets. Charles Bronson, Death Wish 3.
Après les nombreuses controverses dont ont fait l'objet les 2 premiers films, notamment à cause de leur morale jugée dangereuse et réactionnaire, Michael Winner s'en explique. Nous ne défendons pas les actions du justicier. Nous disons que la société est arrivée à un tel niveau de confusion qu'une personne qui tire sur un voyou peut être considérée comme un héros. Les cinéastes s'inspirent de situations qui existent dans la vraie vie. Ils n'inventent rien. Les spectateurs ne sont pas nés de la dernière pluie et savent très bien que nous dramatisons tout ça. Avec l'assentiment de la canon, Michael Winner se lâche complètement sur ce film qui finit par ressembler à un véritable cartoon. Bronson y canarde tous ceux qui se mettent en travers de son chemin en mode épuration. On va te crever. Si le 3e volet est une nouvelle fois moralement très discutable, il fait pourtant le plein dans les salles avec des recettes quasi identiques à celles du long métrage de Chuck Norris. Logiquement, les patrons de la canon vont avoir l'idée lumineuse d'associer leurs 2 cash machines dans un seul film pour toucher le jackpot. Mais sur quel projet ? Madame, monsieur, bonsoir. Attente, angoissante et imbroglio dans l'affaire du détournement du Boeing de la compagnie américaine TWA, qui ce soir se trouve toujours sur la piste de l'aéroport d'Alger. Le 14 juin 1985, un avion de la compagnie TWA en provenance d'Athènes est détourné par un groupe terroriste. Pendant 3 jours, l'avion va faire plusieurs allers-retours entre Alger et Beyrouth avec 153 passagers et membres d'équipage à bord afin d'obtenir la libération de prisonniers chiites en Israël. Si les terroristes finiront par exécuter l'un des otages, la plupart d'entre eux sont rapidement libérés. Seuls 39, tous de nationalité américaine, seront détenus à Beyrouth pendant 17 jours supplémentaires jusqu'à ce que le gouvernement israélien accepte les revendications des terroristes. Menahem Golan va donc s'inspirer librement de ce fait divers pour écrire un scénario en modifiant la fin de l'histoire au profit des Américains. Je voulais écrire avec ce scénario l'histoire des nouveaux héros américains. Ce sera un vrai film américain moderne. Chuck Norris est emballé par ce projet qu'il pense aller dans la droite lancée de son précédent film, Invasion USA. Bronson, lui, l'est beaucoup moins et finit par renoncer. C'est finalement le vétéran Lee Marvin qui sera choisi pour endosser le costume du colonel, chef des opérations. Le tournage est rapidement lancé en Israël sous la direction de Menahem Golan lui-même et sous une chaleur accablante. Le producteur-réalisateur pense tenir là le plus spectaculaire des films produits par la Canon. L'élite des commandos antiterroristes américains. Une seule mission. Neutraliser l'ennemi. Chuck Norris. Tu l'as cherché, salaud. Et Lee Marvin. Delta Force. Ils combattent la haine par passion de la vie. À la sortie de Delta Force, les critiques ne vont une nouvelle fois pas être tendres avec Menahem, jugeant le film raciste. C'est à mon avis un film d'exploitation dans le pire sens du terme, bêtement conçu pour attiser la haine envers les Arabes en général et les Palestiniens en particulier. Si Delta Force n'est finalement pas le carton attendu, ses recettes sont plus que correctes et ajoutées à celles des 2 précédents films, elles permettent à la Canon de revoir l'avenir en grand. Le studio va pouvoir prendre un nouveau virage en allant sur des terrains qui lui sont encore inconnus. Menahem étant en possession des droits du roman de science-fiction de Colin Wilson, Les Vampires de l'espace, il contacte Toby Hooper, le réalisateur de Portalgeist et Massacre à la tronçonneuse, et lui donne carte blanche pour l'adapter pour le grand écran. Hooper accepte et confie l'écriture du scénario à Dan O'Bannon et Don Jacoby, à qui l'on doit notamment le script de Tonnerre de feu, autre film dont je vous avais déjà parlé dans un précédent épisode. Les Go-Go Boys, certains une nouvelle fois de tenir là un futur carton, donnent à Hooper un énorme budget de 25 millions de dollars pour ce qui deviendra Life Force. Dans ce film, il y aura des effets spéciaux incroyables, affirme Toby Hooper. Il y aura également beaucoup d'érotisme. C'est le film le plus complexe que j'ai jamais fait. C'est un film à grand spectacle dans lequel il y a un rebondissement par minute. Le tournage s'avère plus compliqué que prévu et Hooper prend 5 semaines de retard sur le planning de production. Un retard qui fait exploser un budget déjà conséquent. Mais la Canon ne lui en tient pas rigueur malgré les gros risques qu'elle prend sur ce film. In the tail of Halley's Comet, there's something wrong, something evil, something hungry. Life Force. The terror has just begun.
Le résultat laisse perplexe Menahem. Il trouve le film trop long et s'inquiète des trop nombreuses scènes de nudité. L'héroïne du film, incarnée par Mathilda May, traverse en effet le film entièrement nue. Le producteur décide donc de remonter le film à sa guise, du moins pour le seul marché américain. Sorti en grande pompe, Life Force se crache littéralement au box-office, ne récoltant que 11 millions de dollars de recettes. Ce n'est pas plus fameux dans le reste du monde qui accueille très fraîchement le film. Sortis de leur habituel actionneur bourrin avec Chuck Norris et Charles Bronson qui permettent tout de même de garder le studio à l'équilibre, la Canon peine donc toujours à trouver une nouvelle recette qui lui permettrait de diversifier son catalogue. Mais malgré cet échec, Menahem et Yoram vont tout de même persévérer en confiant à Tobe Hooper, avec lequel ils s'entendent très bien, la réalisation de 2 nouveaux films au budget plus raisonnable. Le premier, c'est L'invasion vient de Mars, un autre film de science-fiction toujours écrit par O'Bannon et Jacoby, que Menahem détestera et qui fera lui aussi un four. Le second, c'est la suite d'un film mythique. Celle de Massacre à la tronçonneuse, sortie 12 ans auparavant. Hooper, qui n'a plus rien à perdre, décide de prendre le contre-pied de son chef-d'œuvre en proposant une suite semi-parodique extrêmement gore. After more than a decade of silence, the buzz is back. J'ai amené cette fois-ci l'humour noir qui manquait au premier volet, explique Tobe Hooper. J'ai aussi voulu compenser le manque de gore du premier film. Si la suite de Massacre à la tronçonneuse s'avérera cette fois-ci rentable, les retours particulièrement mauvais du public qui ne s'attendait pas à voir une comédie gore stoppera tout projet de troisième film, en tout cas chez la Canon. Les Go-Go Boys tentent encore alors un nouveau virage avec la mise en chantier coup sur coup de 2 adaptations des aventures de Alan Quatermain, un chasseur d'Afrique, le héros d'une célèbre série de romans parue au XIXe siècle. Menahem veut en effet surfer sur le phénoménal succès d'Indiana Jones pour renouer avec un grand succès et lancer sa franchise à lui. Pour cela, il va sortir Richard Chamberlain de sa semi-retraite, estimant qu'il est celui qui se rapproche physiquement le mieux de Harrison Ford. Pour le rôle féminin, il réclame une certaine Stone. Tout le monde pensait qu'il parlait de Sharon Stone, explique Gary Nelson, le réalisateur du second film. En fait, il pensait à l'héroïne de Romancing the Stone, le titre original de À la poursuite du diamant vert, qui est en fait Kathleen Turner. Quelle ne fut pas la surprise de Menahem de voir débarquer celle qui n'avait pas encore connu la gloire avec Basic Instinct. Une erreur qu'ils vont être nombreux à regretter tant la capricieuse Sharon Stone s'avère insupportable sur le tournage. À tel point que les techniciens, les assistants, les maquilleurs, en fait toute l'équipe, refusaient de bosser avec elle, explique Avi Lerner, le producteur délégué du film. Si le premier volet connaît un petit succès, le second, sorti quelques mois plus tard, est un véritable bide. Vouloir concurrencer la saga de Steven Spielberg confirme à tout Hollywood que c'est une sacrée mauvaise idée. Un échec qui vient s'ajouter à beaucoup d'autres dans la trop longue liste des films que produit la Canon à cette époque. La stratégie de Menahem et Yoram de surproduire en étant peu regardants sur la qualité de leur production est en train de se retourner contre eux. Conséquence, la situation financière du studio commence à se tendre sérieusement à partir de l'année 1987 avec des pertes qui s'élèvent à près de 90 millions de dollars. S'en remettre à Chuck Norris ou à Charles Bronson pour faire rentrer du cash ne suffit plus, d'autant plus que leurs 2 cash machines se grippent et remplissent de moins en moins les salles. Ils ne peuvent plus compter non plus sur Michael Dudikoff qu'ils ont peu à peu délaissé en lui faisant tourner toute une série de nanars. Les caisses se vident donc, mais Menahem refuse toujours de revoir ses ambitions à la baisse. Yoram était excellent pour trouver de l'argent, mais Menahem le dépensait plus vite que Yoram ne le trouvait, explique Tom Pollock, l'ancien patron d'Universal. Si ça n'en tenait qu'à moi, j'aurais contrôlé Menahem et lui aurais ordonné de ne pas tout dépenser, mais Yoram en était incapable. Menahem est un homme très têtu quand il s'agit de films, se justifie Yoram. Quand on parle cinéma, il ne reconnaît plus sa femme, ni sa fille, ni son cousin, personne. Mais un retour vers des productions plus raisonnables mais plus rentables et qui permettrait à la Canon de repartir sur de meilleures bases est désormais inenvisageable pour le studio. Surtout pour Menahem alors en pleine crise de mégalomanie. Ce dernier pense en effet qu'il faut dépenser toujours plus et investir uniquement dans des blockbusters à très gros budget. Seule solution selon lui pour éponger rapidement les dettes de la Canon et faire un maximum de bénéfices. Le studio va ainsi poursuivre sa spirale insouciante en investissant dans des projets toujours plus risqués. Tout d'abord, les cousins achètent les droits de Spider-Man pour $225 000 à Marvel pour une période de 5 ans.
dans le but bien sûr d'adapter sur grand écran les aventures du célèbre marinier. Joseph Zito est prévu à la réalisation, et comme à son habitude, la Canon dégaine une bande-annonce pour envoyer le signal à Hollywood que la Canon est toujours là. Within this unsuspecting city, history's greatest experiment creates tomorrow's greatest superhero. Spider-Man, the movie. A live-action spectacular directed by Joe Zito, based on the characters created by Stan Lee. Mais incapable de dégager un budget solide, le studio finira par renoncer et lâchera ses droits qui seront beaucoup plus tard récupérés par Columbia pour l'adaptation signée Sam Raimi. Menahem et Yoram vont par la suite jeter leur dévolu sur un autre super-héros, Superman. Sachant Alexander Salkind et son fils Ilya, détenteurs des droits de Superman, en très grande difficulté, les Go-Go Boys n'auront aucune peine à négocier avec eux une somme avoisinant les 5 millions de dollars. Reste à convaincre Christopher Reeves de rendosser son costume pour la 4e fois, lui qui avait déclaré vouloir passer à autre chose. La Canon va donc lui offrir un cachet de 6 millions de dollars, la garantie de produire un autre projet de son choix et surtout, la possibilité de proposer lui-même le scénario de cette nouvelle aventure de Superman. Reeves va donc proposer une histoire axée sur la course aux armements nucléaires qui faisait rage à l'époque, et dans laquelle le super-héros affronte un gros méchant créé par son meilleur ennemi, Lex Luthor. Superman 4, Christopher Reeve, Gene Hackman, Jackie Cooper, John Cryer, with Mariel Hemingway and Margot Kidder as Lois Lane. Superman 4, his most important adventure, the quest for peace. La Canon évalue un budget de 30 millions de dollars pour ce film que beaucoup considèrent à Hollywood comme celui de la dernière chance pour le studio. Problème, les dettes de la Canon étant colossales, les banques refusent de leur accorder un prêt suffisant pour produire le film dans de bonnes conditions. Le budget est finalement réduit à 17 millions et le film va en souffrir notamment au niveau des effets spéciaux. Le studio doit également couper près de 45 minutes de bobine après une projection test qui s'avérera catastrophique. Si le public se déplace tout de même dans les salles pour voir cette 4e aventure de Superman sur grand écran, ils ne sont pas suffisamment nombreux pour que le studio éponge une partie de ses dettes. Pour Superman 4, nous aurions dû déployer tous nos efforts, explique Yoram, pour en faire un véritable succès. Un meilleur film que les 3 premiers. Mais parce qu'on produisait trop, nous n'avions ni le temps ni l'argent pour nous y consacrer. Pour moi, c'est notre plus grand fiasco. Ça aurait pu être notre plus grande réussite. Pour arriver au top de Hollywood. Top of Hollywood. Même histoire avec Les Maîtres de l'Univers mettant en scène Dolph Lundgren dans le rôle de He-Man. Un projet trop ambitieux pour la Canon qui ne parvient à décrocher qu'un budget de 22 millions pour un film qui nécessitait 3 fois plus d'argent pour être produit correctement. Résultat, Les Maîtres de l'Univers est un nanar kitsch qui sera boudé par le public et qui va creuser encore plus les dettes de la Canon. En cette année 1987, la situation devient de plus en plus alarmante. Le tout Hollywood tourne le dos à la Canon et le studio se voit contraint de liquider ses biens récemment acquis en Angleterre et dans tout le reste de l'Europe. L'organisme américain de régulation des marchés financiers soupçonne également la Canon d'avoir truqué ses comptes. Aujourd'hui, cette société n'est plus rentable. Leurs films comptabilisent peu d'entrées, ils ont des frais de vente et d'administration colossaux et ils doivent payer de gros intérêts sur tous les crédits auxquels ils ont souscrit. Ça a commencé par des petits problèmes d'argent sur des petits films, explique leur avocat. Des problèmes qui sont devenus beaucoup plus gros avec de gros films. Comme on dit, petits enfants, petits soucis, grands enfants, gros soucis. Les cousins refusant pourtant toujours de renoncer à leur ambition, ils lancent encore et encore de nouveaux projets ambitieux, mais quasiment aucun n'arrivera à son terme. Comme celui d'une nouvelle adaptation du Voyage au centre de la Terre, réalisé par Albert Pyun. Un film dont le tournage devra être finalement stoppé au bout de quelques semaines, faute de liquidité suffisante pour produire les effets spéciaux. Pour survivre, la Canon n'a donc plus d'autre choix que de revenir à ses fondamentaux. Produire des séries B à petit budget, mais à fort potentiel commercial. Bronson, Norris et Dudikoff étant pratiquement sur la touche, il va falloir trouver la nouvelle star de la Canon.
Un jour, Menahem Golan déjeune dans un restaurant de Los Angeles avec sa femme. Un serveur arrive alors avec 2 assiettes de soupe et interpelle le producteur. « Mais vous êtes Monsieur Golan ?» Menahem répond bien sûr par l'affirmative. C'est alors que le serveur déclenche un impressionnant mawashi au-dessus de la tête de Golan. Ce dernier, impressionné, donne rendez-vous dès le lendemain à ce serveur qui a pour nom Jean-Claude Van Damme. Alors quand je suis arrivé dans l'office de Menahem, j'étais bloqué, je sais plus quoi dire. Et pourtant j'avais ramé pendant 6 ans. Alors j'ai vu 2 chaises, j'ai écarté les chaises, j'ai fait un grand écart entre 2 chaises, il a fait comme ça. Et puis il dit, je peux travailler gratuit pour toi, j'ai enlevé la chemise, j'ai montré les muscles. À l'époque, c'était les années 80, donc on était beaucoup sur le visual. Et puis il m'a dit, le grand écart, les muscles, il y en a beaucoup en Amérique. Alors j'ai commencé à avoir les larmes aux yeux, tu vois, parce que c'était le breakdown total. Parce que là, vous avez les images de livreurs de pizza qui repassent, vous en avez marre, vous voulez plus faire les petits boulots, vous n'avez pas d'argent à l'époque. Hein. Non, même j'étais même parfois volé ma nourriture, pas chez les gens dans les grandes surfaces. Tu sais, il faut les faire à 3h du matin, il ne faut pas les confondre. Les caméras, ça se mange vite. C'était horrible. Enfin, soit il m'a offert un verre de lait et des cookies. Il fait don't cry. Et puis il m'a regardé, il fait Karine, bring me the script Bloodsport. Et il m'a amené avec son accent israélien, donc il m'a beaucoup aidé. Et il m'a donné ce film. Et il m'a dit, on va le tourner en Amérique. Tu as une carte verte? Je dis, mais bien sûr. Je commençais à avoir les chocottes, j'avais pas de carte verte. Et heureusement que le film s'est fait à Hong Kong. Tourné pour la modique somme de $2 millions, Bloodsport en rapportera 50. Le film deviendra culte et fera de Van Damme la star que l'on connaît toujours aujourd'hui. Cet énorme succès aurait pu relancer la Canon, mais il arrive trop tard. Le studio croule sous les dettes et ce ne sont pas les quelques petits succès qui suivront, notamment Cyborg, toujours avec Van Damme, qui permettront de redresser la situation. Les cousins n'ont plus d'autre choix que de trouver un nouveau partenaire, sous la pression notamment du Crédit Lyonnais, principal créancier du studio. Et c'est là que Giancarlo Paretti est arrivé. Le Crédit Lyonnais lui a dit « Voilà tes nouveaux associés ». Paretti est arrivé et la boîte a totalement changé. Menahem et Yoram voulaient croire que c'était leur sauveur. Ils ne soupçonnaient pas que c'était en fait un escroc, expliquent leurs anciens collaborateurs. Paretti est en effet un homme d'affaires qui traîne une réputation sulfureuse, à tel point qu'on lui prête des appartenances à la mafia. Son projet de rachat suivant, celui de Pathé, sera lui finalement bloqué par le gouvernement français. Il parviendra tout de même au même moment à acquérir la MGM alors à l'agonie, qu'il va lier à la Canon. Paretti à la tête de la MGM Canon va immédiatement stopper les ambitions toujours démesurées de Menahem, qui, privé de sa liberté de produire ce qu'il a envie de produire, décide de quitter la Canon à la fin de l'année 1989. Nous avions un empire, nous avions créé un empire, mais des forces qui appartiennent plus au monde des chiffres, des mathématiques, de l'argent, ils m'ont enlevé Yoram. Yoram décide lui en effet de rester aux côtés de Paretti. Nous avons essayé de raisonner Menahem, mais il voulait partir. Et je lui ai dit, je ne viens pas avec toi. Après d'âpres négociations, les deux parties trouvent un accord. Yoram et Paretti verseront finalement $75 millions à Menahem pour son départ. Orgueilleux plus que jamais, Golan va immédiatement monter une nouvelle société de production qu'il présente en grande pompe au marché du film à Cannes en 1990. J'ai créé une nouvelle société, la 21st Century. Je vais proposer de nouveaux films, des films modernes, des films que tout le monde voudra voir dans les 10 années à venir. À la tête de son nouveau studio, Menahem reprend donc ses bonnes vieilles habitudes de produire sans cesse toutes sortes de films, pour le coup en concurrence directe avec son ancienne maison. Comme en attestent les deux projets quasi identiques autour de la Lambada, lancés simultanément par la Canon et la 21st Century. Mais chacune des sociétés doit faire avec des budgets toujours plus réduits. En ce début des années 90, le marché a évolué et les attentes du public ne sont plus les mêmes que celles de la grande époque de la Canon. Quasiment tous les films produits par l'ancien et le nouveau studio de Menahem passent inaperçus. De nouveau criblé de dettes, Menahem devra mettre les clés de la 21st Century sous la porte en 1994, après un 5e et ultime épisode de la saga du Justicier avec Charles Bronson.
Quant à la Canon, elle s'effondre la même année après que la justice rattrape Peretti, accusé de détournement de fonds et de blanchiment d'argent. La MGM sera heureusement sauvée de la faillite par Kirk Kerkorian, l'un de ses anciens propriétaires qui va dissoudre définitivement la Canon tout en gardant les droits sur l'intégralité du catalogue du défunt studio. Menahem et Yoram quittent finalement les États-Unis pour tenter de repartir à zéro, chacun de leur côté, en Israël. Et non sans une certaine rancœur, surtout pour Menahem. Nous aurions pu être comme Columbia, MGM ou Universal. Nous aurions pu être meilleurs qu'eux. C'est un énorme gâchis, un gâchis de talent. Avec Yoram, on formait la meilleure paire. Nous avons fait des films américains, des films internationaux. Nous avons reçu des prix. Quel dommage. Après avoir produit quelques films dans son pays natal, Menahem meurt en 2014 à l'âge de 85 ans. Yoram, quant à lui, finira par repartir aux États-Unis et fondera une petite société de production avec son fils Ori. C'est la fin de l'incroyable histoire de la Canon. On se retrouve très vite pour une troisième partie dans laquelle je reviendrai plus en détail sur des films majeurs du studio comme Runaway Train ou Bloodsport. À très vite. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat? C'était pas ma guerre. Back in full force. Quelle est votre devise? Je m'appelle Bond. James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul.